Après les récentes mises en place au sein de l'armée congolaise, les FRDC reprennent-elles finalement le contrôle sur les théâtres des opérations? Est-ce que ce remue-ménage intervenu au sein des FRDC a pu faire que les lignes bougent dans les Loubero ou Walikale? Est-ce que aujourd'hui que les FRDC reprennent du poil de la bête, faut-il carrément mettre une croix sur la diplomatie, mieux le processus de Luanda? Telles sont les différentes questions qui seront passées au peigne fin au cours de l'émission de ce jour. Merci beaucoup à vous tous qui y allez suivre cette émission partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous sommes très très contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce magazine Les Débats Congolais. Sur ce plateau, nous avons un journaliste expérimenté. Il est spécialiste des questions politiques. Il est aussi DG de Pro Info. Il s'appelle Pascal Ondje. Monsieur Pascal Ondje, bienvenue. Bonjour, Monsieur Kankou. Merci pour l'invitation. Je crois que c'est la deuxième fois que je passe sur votre plateau. Absolument. Je veux vous dire sincèrement que lors de la dernière prestation, beaucoup vous ont encouragé, beaucoup vous ont congratulé, beaucoup m'ont dit de pouvoir vous dire qu'ils aiment bien votre structuration des questions, ils aiment bien votre manière de mettre l'invité à l'aise sur plateau par des questions pointues et pertinentes. Merci. Qui touchent bien entendu aux attentes de la population et avec des réponses aussi claires. Ça fait que les gens aiment davantage votre émission et pour cela, moi aussi je profite pour vous le dire, il faut continuer ainsi. C'est la qualité d'un bon journaliste, c'est plus dans la compréhension des faits afin de bien transmettre bien entendu la vraie et la bonne info. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Ondje. Avant que l'on aborde les sujets principaux de cette émission qui est en rapport avec la situation à l'est du pays, il y a une polémique qui est née au sein de la société congolaise après que le président Tshisekedi ait reçu les sociétaires de l'Union sacrée, attendez par là les députés nationaux, les sénateurs, les membres du gouvernement et autres membres de l'Union sacrée. Le président Tshisekedi a promis aux députés, aux élus, de manière générale, leur donner encore une fois des jeeps. Alors que la question des palissades, Hyundai Palissade donnée aux députés et sénateurs de la législature passée, continuait à faire des polémiques et susciter la rage des Congolais. Voilà le président Tshisekedi qui promet encore une fois les jeeps aux élus, députés et sénateurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une erreur stratégique, entre guillemets, que le président aurait commise? Considérons d'abord que ce n'est pas la première pratique où on voit les députés dans une législature bénéficier les véhicules de la part soit du président, soit du gouvernement. Ce n'est pas la première fois. Depuis que nous avons organisé les élections en 2006, à chaque législature, les députés bénéficient toujours des véhicules. Si pas de la part du chef de l'État. Depuis 2006? Oui, depuis 2006. Ah bon? Ils bénéficient toujours des véhicules. Est-ce que c'est pour autant que nous devons saluer aujourd'hui et nous devons encourager? Je dis non, je ne sais pas encourager cela. Pourquoi je ne sais pas encourager? Pas très longtemps, je crois 2 jours passés, j'étais en échange avec un ami qui m'appelait de l'extérieur du pays. Il me dit, mais comment cette disproportion, elle est injuste? Je dis, c'est laquelle? Le traitement des députés qui, non seulement qu'ils ont un bon cadre de travail, mais en même temps un salaire qui va au-delà de 20 000. Et on parlerait des 33, je lui ai dit non. 20 000, là c'est l'autre, c'est pas vous, vous n'affirmez pas ce qu'il a dit. Ça c'est lui dit. Je lui ai dit non, 33 000 que vous dites là, je ne pense pas parce que moi je n'ai pas de preuves. Et quand vous êtes avec les députés, ils vous disent d'autres montants, mais non, lui insiste, il dit... Combien par exemple? Selon vos informations. Bon, moi on me parlait de 11 000. Ah, 11 000 $. 11 000, bon, parce que
En tout cas, le constat aussi, c'est que les députés ne disent jamais la vérité, n'est-ce pas, du montant qu'ils reçoivent. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi ils cachent ça, et pourtant ils sont des représentants de la population. Mais le président Kamer avait parlé de 5 000 $, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Mais c'est justement, ça entre dans le cadre où je dis, ils ne disent jamais la vérité de ce qu'ils reçoivent. Et quand vous vérifiez de très près, là, vous vous rendrez compte que ce n'est pas 5 000. Ah bon? C'est pas 5 000? Je ne crois pas que c'est 5 000. Ça peut être au-dessus. Vous pensez que ça peut être... Je pense bien. J'ai longtemps passé du temps là. D'ailleurs, vous veniez, nous étions souvent ensemble avec vous. Nous savons comment les députés se comportent aussi. Et à ce jour, je ne crois pas qu'ils touchent 5 000. Mais je ne sais pas affirmer du fait que je n'ai pas de preuves tangibles. Mais au moins, ils reçoivent des salaires, n'est-ce pas, ou des émoluments qui parviennent quand même à satisfaire leurs petits besoins. Vous parlez des petits besoins, mais attention, les députés sont en contact permanent avec le peuple et ils résolvent beaucoup de problèmes sur le terrain. Hein. Des deuils, des frais académiques des étudiants. Ils sont des acteurs sociaux. Hein. Question de vérifier, question de savoir équilibrer. Vous avez des députés dans votre territoire, posez la question, qu'est-ce qu'ils font comme travail? S'il a par exemple 33 comme l'autre a parlé, ou 21 000 comme l'autre a parlé. Ou 15 000. Ou 15 000. Et vous verrez que il accumule là pendant les mois de l'exercice, pendant la session, il dépense combien? À peine 1 000, 2 000, 3 000. Il n'y a rien. Ils font quoi comme travail? Comme travail au Parlement ou bien à la base? Dans leur base. Mais ce sont eux qui s'occupent des deuils, ce sont eux qui s'occupent des femmes dans des hôpitaux, dans des maternités. Vous oubliez que lorsqu'ils ont des vacances parlementaires comme ça, il y a une enveloppe pour un député. Le président avait même promis une assistance aux députés lors de l'échange du samedi passé. Pas seulement le président. Quand c'est la fin de la session, le début de la session, ils vont maintenant, la fin de la session, ils vont en vacances. Ils reçoivent une enveloppe. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on estime qu'ils vont dans leurs bases respectives. Ils reçoivent des médicaments. Des médicaments? Des médicaments ils vont dans leurs bases. Alors, imaginez maintenant, et posez-vous la question, est-ce que c'est l'argent de leurs émoluments qu'ils vont dépenser? Non. Même alors, ils ont au moins un salaire, parce que nous parlons en termes d'émoluments, qui parviennent quand même à satisfaire à leurs besoins. Substantiellement, il faut dire ainsi. Mais comparativement à d'autres corps, ici nous prenons l'enseignant, peut-être qu'ils sont très nombreux, ainsi de suite. Les professeurs d'université. Les gens disent, en tout cas, c'est inconcevable et ça ne passe pas. Non seulement qu'ils ont cet argent, vous les ajoutez encore de Jeep. Et les autres, non seulement qu'ils n'ont rien, mais il manque même le transport pour s'embarquer et aller au travail. Voyez-vous? Donc, il fallait... Les médecins, les magistrats, ils sont nombreux. Oui, ces aspects-là, il faut tenir compte. Oui, je ne sais pas comparer parce qu'il y a toujours des classes dans la vie, classe sociale dans chaque vie. Vous n'allez pas vous comparer parce que le président reçoit ceci, c'est un individu, moi aussi je dois recevoir le même. Un magistrat ne mérite pas quand même un traitement au-delà de 5 000, 6 000 $. Le magistrat mérite un bon traitement. Un médecin... Parce que nous dépendons d'une bonne justice. Pour que le reste marche, et je suis là dans la philosophie de Karl Marx, la superstructure et l'infrastructure. L'infrastructure est dépendante de la superstructure. La superstructure, dans le cadre de notre pays, dans le cas d'espèce, c'est la justice qui doit définir le reste. Voyez-vous? Alors, à partir du moment où vous n'avez pas la bonne justice, et vous dites, tous nous comprenons, si on n'a pas la bonne justice, c'est parce que le magistrat n'est pas considéré, n'est pas pris en compte normalement par l'État. Il faut un bon payé. Enfin, il faut qu'il soit bien payé. Alors, maintenant, à partir du moment où nous ne savons pas protéger ce corps, le reste ne marchera pas. L'autre me dit, et toujours la même personne, mais Pascal, appréciez même la qualité des lois que nous avons. La qualité des lois? La production législative n'est pas de qualité? C'est pour autant qu'on doit vraiment payer les députés, n'est-ce pas, avec beaucoup d'argent, plus que tout le reste. Vous voulez dire que la production législative aujourd'hui n'est pas de bonne qualité, Pascal? Ça, c'est grave, hein, ce que vous voulez dire. Quel genre de lois qui ont rencontré sincèrement vos attentes? Ah bon? C'est une question simple. Vous n'en connaissez pas? Non, moi je vous pose la question. Non, c'est à moi de poser la question. Merci, là vous avez raison. Quelle est cette loi, en tout cas votée, prenons le Parlement actuel,
qui a rencontré nos attentes. Les budgets, par exemple, la loi des finances 2025. Ça, c'est inhabituel. Mais c'est une, oui, Il y a c'est une loi. Oui. Regardez, nous avons un problème. Nous avons des embouteillages dans la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Il y a des lois, des mesures qui existent. Par exemple, l'interdiction de circuler pendant la journée des camions remorques. Ils sont là. Vous avez entendu évoquer une question du genre pour qu'on régule normalement la société. Mais ça entre dans quoi? la compétence du gouverneur de la ville et aussi de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Hein? Ce n'est pas au niveau national. Vous ne pouvez pas réveiller. Vous ne pouvez pas réveiller. Mais le député, son travail, c'est quoi? C'est tout ça. Vous devez réveiller. Mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa est là pour ça, non? Mais interpeller. Les députés, lorsque nous parlons des députés, nous parlons des députés nationaux. Qu'ils interpellent d'autres députés, des députés provinciaux. Mais ou bien le gouverneur de la ville. Les provinciaux sont aussi des députés. Ils peuvent interpeller le gouverneur de la ville aussi. Ah, mais ici, on parle des émoluments. On parle des DIP que le président a promises aux députés nationaux. Nous avons ouvert une petite fenêtre. Ah, ok. Vous parlez de tous les élus en... Et aussi, peut-être, ils bénéficient des avantages de la part du gouverneur. C'est pratiquement la même chose. Hein? Mais le travail doit être fait pour que nous autres, nous puissions nous retrouver. Et lorsque nous voyons que leur travail n'arrive pas, ne résolve pas nos besoins, et que, par contre, ils bénéficient toujours les avantages de la société à travers les petits moyens que nous payons en termes de taxes, et nous devons nous poser beaucoup de questions. Et voilà pourquoi nous disons, oui, si on peut supporter qu'ils reçoivent des émoluments, une bonne chose, mais les ajouter encore les DIP, et nous disons, c'est plus, et c'est beaucoup. Alors, au moment où je vous ai démontré que le président Tshisekedi ne commence pas avec cette pratique. C'est une pratique qu'il a trouvée. Et que je me rappelle même depuis 2003, lors de la transition de 2003, il y avait des X-Trail et tout ça. Après Sun City, ils ont eu ça. Ah, absolument. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Avec Kamer, ils ont eu ça. Kamer, lors de la première législature. Kamer et Minako, tout le monde là. Patrol. Ils sont pas trop lui. Voilà. Ils ont toujours eu ça. Alors, donc, c'est une pratique qu'il a trouvée, mais nous nous déconseillons, nous estimons que ce n'est pas très bon du fait que nous avons beaucoup d'autres besoins. La priorité aujourd'hui au pays, ce n'est pas faire bénéficier aux députés les DIP. Regardez, faisons un petit calcul. Nous avons au moins 500 députés. Et les sénateurs, ajoutez aussi les sénateurs. Je prends seulement parce que le président a promis aux députés mais sénateurs. Ici, je prends seulement l'Assemblée nationale des députés. Alors, nous avons 500 députés. Les Jeeps, là, une Jeep, probablement, réduisons, ne fût-ce qu'à $50 000. Non, c'est peu. Je dis réduisons, 50 000. Vous prenez 500 députés, multiplié par 50 000, ça vous donne 25 millions de dollars américains. 25 millions? Mais oui. 25 millions, c'est beaucoup d'argent. Obama, 50 000 fois 500, ça fait 25 millions. Mais 25 millions, beaucoup d'argent. Ça peut servir à autre chose, hein? Ça peut servir à autre chose. Donc, cas par exemple de Kinshasa, parce que nous sommes en train de déplorer ici, il n'y a pas de route. On peut, en tout cas, asphalter plusieurs artères dans la ville et faciliter le transport, résoudre beaucoup de problèmes. Voyez-vous? Vous savez comment ça se passe aujourd'hui? Vous pouvez mourir, vous prenez un transport, vraiment bloqué dans un embouteillage pendant 2-3 ans, et si vous êtes malade, vous partez. Absolument. Voyez-vous? Il faut tenir compte de tous ces paramètres pour que la vie des Congolais... Mais est-ce que ceux qui disent que le président Tshisekedi a fait cette promesse-là aux députés et sénateurs parce qu'il a en tête les changements de la Constitution et ça va passer par l'Assemblée nationale, c'est une sorte de corruption? Ont-ils raison de dire ça? Mais la fois passée, lorsqu'ils ont eu les véhicules, c'était par rapport à la Constitution. Cet argument, il est impertinent. Pourquoi? Parce que nous avons déjà démontré que cette pratique a toujours existé. Mais nous devons plutôt décourager cette pratique. Mais on ne peut pas maintenant faire une déduction parce qu'il y a un débat sur la Constitution et parce qu'il a promis les Jeeps, donc il veut corrompre les députés. Non, ça c'est une mauvaise déduction. Ça n'a rien à voir parce que la pratique a toujours existé. Mais c'est Pascal, est-ce que le statut du député qui ne fait pas carrière, parce qu'il n'y a pas une carrière de député, traiter les députés et sénateurs différemment des professeurs d'université qui font carrière, des médecins qui font carrière, des magistrats qui font carrière, vous ne trouvez pas que quelque part là, c'est quand même juste quelqu'un qui peut faire 5 ans, il s'en va, et il peut bénéficier peut-être plus que celui qui peut faire 30 ans de carrière? Est-ce que vous ne comprenez pas un peu ce traitement un peu différent? Que lorsque vous êtes député, vous ne pouvez pas travailler ailleurs.
Vous êtes député, vous pouvez travailler ailleurs. Quand vous n'êtes plus député, vous allez continuer avec votre service. Comme si, bon voilà, vous devenez député, vous laissez tout et vous ne ferez plus rien même après. Donc, comme vous êtes devenu député, l'État doit vous prendre en charge pour garantir même après. Mais c'est un grand travail, hein? Les combiner avec d'autres... Je suis en train de poser la réflexion Ça s'est fait, mais... par rapport à votre thèse. Oh, ok. Donc, cette thèse, elle est fausse. OK. Pourquoi? Parce que le député est appelé aussi à travailler ailleurs. Être professeur d'université. Lui-même, il est professeur d'université. Absolument. Je l'ai vu après ici, on a montré les images, il était à l'UPC en train d'enseigner. Voyez-vous, s'il n'est pas député demain, il reste professeur. Il y a d'autres métiers compatibles avec quel problème les se statuts de pose? député. Au moins qu'on nous dise, bon voilà, et quand vous êtes député, vous ne pouvez pas travailler. Et à ce moment-là, on peut assurer votre après. Alors, mais au moins le montant qu'ils reçoivent, en toute réalité, sinon en toute proportion gardée, vous prenez les différents salaires de toutes les couches de la société, comparé à ce que les députés reçoivent, souvent c'est x10, x30. Et un écart énorme. Même plus, hein? Voilà, c'est un écart énorme. C'est cet écart-là qui n'arrange pas les choses. On ne minimise pas le travail. Mais sinon, vous n'allez pas aussi minimiser le travail d'un magistrat. Vous n'allez pas minimiser le travail d'un journaliste. D'un médecin. Vous n'allez pas minimiser le travail d'un médecin. Vous n'allez pas minimiser le travail d'un professeur. Un professeur travaille plus loin que les députés. Et d'ailleurs, beaucoup. Quand vous regardez sur les 500 là, à peine 20 travaillent. Le reste là sont des acclameurs, les dormeurs à l'Assemblée nationale. Mais ils sont correctement traités qu'un professeur qui, dès l'abnégation, il s'engage du lundi au lundi, sans repos, n'est-ce pas, avec la poussière de la craie, pour transmettre la connaissance. Mais qu'est-ce qui fait que cette situation puisse perdurer malgré des jaillis, malgré que cela ait été condamné dans l'opinion? Mais ça continue et ça pousse même beaucoup de gens à postuler pour devenir député, avoir beaucoup d'argent. Hein. Pourquoi ça continue, vous serez supporté de me suivre? Mais bien sûr que oui. Moi, je vous pose des questions. La morale en politique a engagé tout un débat. Platon et Socrate, ils avaient une conception religieuse de la politique. Pour eux, en politique, vous ne pouvez pas ne pas avoir la morale. Donc, le sens, c'est de bien servir. Le sens, c'est d'aimer l'autre. Mais avec Machiavel, vous vous rendrez compte que pratiquement tous les dirigeants africains, les Machiavel, ils ont et une même fois... du monde, et ils apprennent le cynisme politique. de Machiavel. Le cynisme politique. Et donc, un dirigeant doit être un loup au milieu des moutons. Un dirigeant doit plutôt être craint que d'aimer, pas de la morale pour un dirigeant. Il ne peut pas avoir la morale quand il fait la politique. Voyez-vous? Et il doit être craint à travers ses actes. Il doit être à mesure d'influencer la perception de ses dirigés. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez voir que l'agir des acteurs politiques sont parfois à l'antipode des attentes de la population, parce que pour la population, ils pensent que le politique, le dirigeant, a le sens de l'humanité, a le sens de nous aider, a la possibilité de bien nous comprendre pour servir à nos besoins. Alors qu'en réalité, de l'autre côté, lui applique le cynisme. Pourquoi? Parce que simplement, on est, en tout cas, on est logé dans cette perception, en tout cas que je trouve diabolique de Machiavel. Et voilà, dans ce sens-là, on ne sait pas avoir l'amour de l'autre. On ne sait pas vouloir que l'autre, on ne sait pas aimer l'autre. On est dans le sens de vouloir qu'il me craigne, même par les actes que je fais, qu'il ait peur de moi, qu'il me trouve comme... Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que le président Tshisekedi a un petit peu peur des députés parce que le député avait formulé la demande au président qu'il veuille avoir des DIP. Est-ce qu'a-t-il finalement peur des députés, de leur chantage? Parce que sinon, il risque de commencer à rejeter tout ce qui viendra du gouvernement central. Ne peut jamais avoir peur d'un député. Je parle de députés de manière générale. Même des députés de manière générale.
Un président jamais ne peut avoir besoin, peur des députés. Mais Au ils peuvent contraire, bloquer l'action du gouvernement. Hein? vous savez, pour vous contacter personnellement et échanger, c'est plus facile. N'est-ce pas? Si le chef de l'État veut procéder, je vous ai parlé ici de la philosophie de Machiavel, s'il veut l'appliquer vraiment à la lettre, mais tous les députés vont s'incliner face à lui. Et vous savez combien les gens se battent pour le pouvoir. Encore que le jeu politique loge sur les intérêts. Et lorsque vous avez des intérêts, vous savez que c'est telle personne qui peut me promouvoir. Vous voyez les députés là avoir une autre position. Ça n'a rien à voir. Un président public dans le contexte de nos pays africains ici, ne peut pas avoir peur des députés parce qu'il a la facilité de les conditionner. Comment? Mais comment? Une promesse d'une promotion, c'est fini. Ils sont là à l'Assemblée nationale, tout le monde rêve. Il doit utiliser une certaine démagogie. Tout le monde rêve comment intégrer le gouvernement. Tout le monde rêve comment faire des voyages, avoir l'argent. Donc le président peut utiliser la démagogie pourvu qu'il atteigne ses objectifs. C'est plus facile. Il suffit qu'on vous dise... Des fausses promesses, parce que ce n'est pas quand même 500 députés qui iront au gouvernement. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'autres avantages au-delà de ça. Nomination dans les entreprises publiques. Nous n'avons pas d'hommes politiques, n'est-ce pas, moralement assis, déterminés, pour une cause, comme je l'ai démontré ici, d'intérêt national. Les gens voient d'abord leurs propres intérêts. Je suis député, c'est une occasion, c'est une porte pour que je sois par exemple ministre. Et quand vous avez une promesse, mais ils oublient tout, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont mandatés par ce peuple-là. Ils ne verront plus ce besoin. Une fois députés, ils oublient ça. Ils oublient même que demain, ils rentreront encore auprès de la population pour demander le mandat. Ils oublient tout ça. Et ils jouent sur les intérêts à l'instant. Et pour eux, souvent pour les députés, c'est comment intégrer le gouvernement. Quand un président vous promet cela, mais c'est le président qui a les députés entre leurs mains et le président, enfin, c'est le président qui a les députés entre ses mains et non dépendre des députés et avoir peur des députés comme vous avez dit. Très bien. Merci beaucoup Pascal Ondié pour cette première partie de l'émission. Parlons maintenant de la situation sur l'état des opérations dans les Lubero, à l'est du pays, où s'affrontent les FARDC et l'armée rwandaise avec les M23 AFC. Avez-vous l'impression, M. Pascal Ondié, que les récentes nominations au sein des FARDC ont une incidence sur le comportement des militaires congolais au front aujourd'hui? Parce qu'on a enregistré quand même quelques victoires, quelques localités et récupéré Ndoluma, Kanyambi et autres, Mambasa. Pensez-vous que ces remue-ménages au sein de l'armée aient une incidence sur la situation au front aujourd'hui? Non. Non, parce que la mise en place a été rendue publique le samedi. Le samedi, déjà, on commençait à récupérer certains villages. Le même samedi, là? Le même samedi, dimanche, on a récupéré beaucoup de villages. Donc ça n'a rien à voir. Parce que... Non, les nominations, c'est le vendredi, c'est pas samedi. Même alors, vendredi, samedi, mais ils n'ont même pas fait la remise et reprise. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit vendredi. Ils n'ont même pas fait la remise et reprise. Et celui qui est nommé n'est même pas allé maintenant aux opérations pour conduire les opérations. Ça n'a rien à voir. Mais ici, le problème, c'est... C'était jeudi. Le problème ici, c'est comme j'expliquais la fois passée. Le M23 a bien voulu faire passer un message au monde. Parce que, surtout avec la position prise par le président de la République, refusant d'échanger avec le M23. De mon point de vue, j'estime, avec raison, je peux le démontrer, et il voulait échanger directement avec le Rwanda parce que pour lui, le M23, c'est la fabrication rwandaise. Alors maintenant, comme l'accord qui a été prévu, sinon la rencontre qui a été prévue le 15 n'a pas eu lieu simplement parce que Kagame a continué à estimer qu'il faut que la RDC échange avec le M23. Et voilà, le M23 devrait maintenant faire voir à la face du monde que nous sommes là, nous sommes forts. S'ils n'échangent pas avec nous, il y aura des conséquences. C'est comme ça qu'ils ont ouvert beaucoup de fonds au même moment. Ils ont ouvert des fonds et pendant ce temps, comme nous étions dans la logique de discussion de Luanda, on a subi pendant 1-2 jours. Alors il fallait maintenant se ressaisir parce qu'il fallait prendre la décision, comprendre que ces gens ne sont plus dans la logique d'échanger,
Donc on ne l'a harmonieux. jamais connu depuis tous ces temps-là, qu'elles ne sont pas dans la logique d'un échange et que leurs Non. visées sont ailleurs. À un certain moment, il y a une trêve, n'est-ce pas? On avait temporisé pour observer et laisser le temps, sinon la chance, aux échanges. Alors maintenant, pendant que ces échanges étaient en cours, nous avons observé. Et là aussi, Pascal, j'interpelle toujours parce que nous ne pouvons pas continuer à chaque fois, ce sont eux qui nous attaquent et nous nous répliquons. Mais au moins, il s'est agi d'observer un peu, mais on trouvait une stratégie de faire passer son message. Et là, ils ont ouvert beaucoup de fois au même moment. Il fallait adopter également une stratégie militaire. Ce n'est pas parce qu'ils vous attaquent directement, vous répliquez. Il faut connaître maintenant non seulement l'armement de l'autre, la stratégie de l'autre, et le nombre qu'il a, ainsi de suite. Et c'est après avoir compris que vous pouvez maintenant contre-attaquer. Et ils l'ont fait depuis samedi, dimanche et lundi aujourd'hui. Et donc, j'imagine que l'élan que ça a pris, ça interpelle, ils comprennent que ils ont mal fait. Il fallait laisser aussi la place à la négociation. Parce que dans cette allure, on risque de ne plus échanger. Pourquoi? Nous avons déjà signé les accords, comme je vous disais la fois passée, avec le CNDP et avec le 23 autant de fois. Il est vrai, il faut reconnaître que l'application posait problème aussi du côté du gouvernement. Le gouvernement... L'application des accords avec le M23? Exact, parce que quand vous apposez la signature, vous devez les appliquer. Entre autres, vous avez accepté de les intégrer. Voyez-vous, vous avez accepté de les intégrer politiquement, militairement. Mais ça a été fait, hein, ça a été fait. Le CNDP était transformé en parti politique. Ils ont même concouru aux élections. C'était la transformation de CNDP en politique. Mais l'intégration n'a jamais eu lieu. Voyez-vous? Les militaires CNDP n'ont jamais intégré la main congolaise? Non. Les FARDC? Non. Ah bon? Non. Non, mais... Ils n'ont jamais intégré et donc, ça a posé problème. Et donc, j'encourage en même temps le gouvernement parce qu'il fallait être très malin. Parce que le gouvernement avait compris, comme le président Tshisekedi comprend aujourd'hui, que ces gens ne sont pas congolais, il ne faut pas les intégrer brutalement. Et c'est comme ça que nous allons continuer à incomber la faute à Raymond Tchibanda qui a posé la signature. En tout cas, il y a eu des militaires du CNDP qui ont été intégrés dans l'armée. Ça a posé beaucoup de problèmes à un certain moment, parce que c'est depuis 2009 quand même que cette situation s'est déroulée. Mais j'aimerais vous poser une question par rapport à ce que les Congolais ont vu. Les Sukhoi, les hélicoptères, depuis un certain temps, beaucoup de Congolais se posaient des questions, mais pourquoi on ne voit pas l'armée, l'aviation militaire des FARDC entrer en danse? Mais c'est seulement que, après que le président ait effectué ces nominations-là, au sein de ces mises en place-là au sein de l'armée, on voit directement les Sukhoi et autres hélicoptères militaires qui, aujourd'hui, pilonnent les positions des M23 de l'armée rwandaise. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour sortir les grands jets? Je ne crois pas qu'on a attendu. Lorsqu'on achète les armes, on ne fait pas la publicité pour que tout le monde puisse comprendre qu'on a acheté les armes. Lorsqu'on change les hélicoptères, on achète les nouveaux, ainsi de suite, on ne viendra pas, en tout cas, faire une publicité pour dire, bon voilà, les nouveaux hélicoptères que nous avons achetés, voilà, voilà. Non. Il s'agit de stratégies militaires. Et nous ne pouvons pas tous être experts dans ce domaine, n'est-ce pas? Il faut les laisser. Nous devons plutôt, nous, être à mesure de les accompagner, les encourager. Mais malheureusement, vous verrez, vous allez constater que nous ne savons pas les encourager. Question de regarder notre presse, nos différents médias, les émissions que nous organisons. Vous ne sentez pas, nous, être à mesure de les accompagner, les encourager. Regardez l'attitude de la population. Toute la presse, attention. Hein? Regardez l'attitude de la population. L'attitude de la population. Vous ne sentez pas une quelconque organisation en termes de manifestation pour soutenir l'armée. Ça ne se fait pas. Regardez, vous allez suivre nos prédications à travers les différentes églises. Et vous ne sentez pas, en tout cas, pousser les fidèles dans les églises pour qu'ils appuient ce que nous avons comme défi à l'Est. Vous n'entendez pas. Vous allez entendre nos pasteurs vous prêcher, surtout en cette période de Noël ici. Bon voilà, s'aimer, donner, Dieu va vous donner, ainsi de suite. Ils n'apprennent même pas aux fidèles comment chercher le travail, comment travailler, comment défendre le pays. Ça sont des affirmations quand même graves. Hein? Excusez, Kankou, ça c'est une réalité. Ils ne le disent pas. Ça sont des affirmations graves. Hein? Et au lieu de pousser les gens vers, en tout cas, je dis, la défense du
pays au sens normal. Mais l'armée est là pour ça. Vous voulez que les fidèles dans des églises prennent des armes ou comment? On voit Israël, le peuple, le pays des dieux. Mais les Israéliens se battent sur terrain avec leur armée. Hein, les Tzahal qui fait un grand travail incroyable. Je suis arrivé en Israël 2 fois. Vous ne verrez pas nos pratiques des églises ici en Israël. Vous voulez qu'on ferme des églises ou comment? Excusez, c'est là que Jésus est né. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'église en Israël? Excusez-moi. Il y a des églises. Alors, mais notre manière de prier ici, vous ne verrez pas en Israël. C'est-à-dire quoi, notre manière de prier? Mais parce que nous sommes abrutis. Comment? Expliquez un peu. Mais je suis en train d'expliquer. Il y a une pyramide, hein, n'est-ce pas? Ici, une pyramide assise, non inversée. Nous sommes dans les élémentaires au premier degré. Et même nos prédications sont dans ces élémentaires-là. Ils n'aident pas les gens à comprendre comment même défendre la patrie. Et vous savez, même dans la Bible... Vous vous engagez dans un terrain... Non, ce n'est pas un terrain. Même dans la Bible, Dieu poussait même les enfants d'Israël à pouvoir défendre leur terre. La preuve, regardez même maintenant, comment ils défendent l'Israël. Ils bombardent, ils font tout, ils font... Mais ce sont des militaires, même les peuples israéliens, les civils sont là en train de faire leurs affaires. L'appui du peuple, regardez même l'appui du peuple. Mais les civils en Israël, les civils font leur travail, les militaires les leurs. Il y a eu quelque chose qui a été conçu, n'est-ce pas? Sauf les gens qui ont la capacité d'anticiper peuvent comprendre. On nous a abrutis sur 2 volets. Le premier volet, c'est l'enseignement scolaire. Deuxième volet, c'est l'enseignement biblique. Voyez-vous? Bon, en tout cas, revenons au débat parce que là. Et voilà il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous avons un cas comme celui-ci. La question de l'Est. Vous ne sentez pas la mobilisation. Vous ne sentez pas l'organisation de la société pour appuyer les militaires qui sont au... Et ça, c'est le gouvernement, le travail du gouvernement? Non, le gouvernement donne les moyens. Le gouvernement achète les armements, le gouvernement les encourage au front, ils font le travail. Mais en même temps, pourquoi nous avons parlé des médias? Les médias doivent faire leur travail. Vous n'avez jamais vu les églises dans ce pays-ci organiser des cultes écuméniques dans des stades et tout ça pour soutenir l'armée au front, prier pour la paix au pays? Vous n'avez jamais vu ça? Même si, moi, de mon point de vue, je pense que toutes ces actions-là ne valent rien. Il faut donner des moyens à l'armée et je finis. Non. Ça, c'est mon point de vue. Je ne crois pas qu'il faut aller prier dans des stades pour gagner des guerres au front ou enseigner les fidèles dans des églises. Il faut seulement s'engager. Il faut des actions collectives. Si je parlais de fidèles, si j'évoquais cette question, Kankou, regardez par exemple le degré de l'aboutissement. Je vous ai posé un cas ici. Vous avez entendu une fois, dans l'une des prédications quelque part, apprendre aux fidèles à aimer le pays. Non, comment chercher même le travail. Mais ça, il y en a, non, Pascal. N'entrons pas là-bas. Il y a c'est important. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis dans ce secteur-là depuis des années et des années. L'église, c'est vraiment ma vie. Je sais qu'il y a des pasteurs qui dérapent, mais il y a aussi de ceux-là qui prêchent... parce que les pasteurs vivent de quoi? Ils attendent à ce que les fidèles aient du boulot et ils vont soutenir l'œuvre de Dieu avec l'argent. Je ne vois pas comment un pasteur peut dire à ses fidèles de venir rester à l'église du matin au soir. Alors ils trouveront l'argent où pour soutenir même l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le débat du jour, s'il vous plaît. Revenons à cette histoire ici. Comment ce n'est pas le débat du jour? S'il vous plaît. Ici, on est en train de parler des victoires que les FARDC sont en train d'engranger. Excusez, tous les leaders d'opinion, partout ils doivent se retrouver, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité à ce jour de pouvoir sensibiliser les différentes opinions pour que chaque Congolais puisse comprendre. C'est dans la conjugaison des armes, dans la conjugaison de nos aspects spirituels que même les militaires au front peuvent avoir. Il faut prier pour gagner la guerre à l'Est. Non, mais est-ce que c'est pas par la prière qu'on gagne la guerre? On ne gagne pas la guerre par la prière. Voilà. Donc, je ne vous parle pas de la prière, je vous parle de l'encouragement. Merci beaucoup, Pascal. S'il vous plaît, qu'on ne donne pas l'impression comme si c'était un débat entre mon invité et nous-mêmes. Alors, offensive à l'Est, les villages, les localités aujourd'hui tombent l'une après l'autre entre les mains des FARDC. On dit déjà que Félix Tshisekedi, en
remplaçant les commandants des opérations dans la zone, cette zone militaire-là. Aujourd'hui, il y a le Pacifique Massunzu qui est connu pour ses hauts faits de guerre, que cela a contribué et va encore une fois contribuer à remonter le moral des militaires et que l'espoir est permis cette fois-ci. Oui, le changement était très important. Pourquoi? Parce que je connais comment fonctionnent aussi les Rwandais. Ils sont dans la manipulation, ils sont dans la corruption, ils sont dans l'infiltration. Alors maintenant, si vous êtes commandant des opérations, pendant beaucoup de mois, beaucoup d'années, là, ils ont la facilité de vous infiltrer, ils ont la facilité de vous corrompre, ils ont la facilité de vous atteindre. Et voilà pourquoi, de temps en temps, il faut changer pour que, à leur niveau, ça soit un peu compliqué. La chaîne de commandement. Voyez-vous? Donc, ce que le chef a fait, de mon point de vue, c'est une très bonne stratégie aussi. Et vous aviez vu, il y a eu des agitations du côté rwandais. Voyez-vous? Il y a eu des réactions. Et j'ai aimé les dernières images, je crois, d'hier, où on nous montre les soldats rwandais tombés. Et là, ça démontre davantage que, effectivement, atteint mais être soigné par les FARDC. D'autres sont décédés. Absolument. Effectivement, le M23, c'est une composition des Rwandais. Mais là où j'ai beaucoup regretté, c'est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. OK. On propose la prolongation du mandat de la MONUSCO. La résolution en prolongeant le mandat de la MONUSCO à un an. Mais il n'y a pas de spécificité. Il n'y a pas de clarté dans ce mandat. Et pourtant, les experts des Nations Unies ont bien démontré que le Rwanda a des militaires, ces militaires qui sont sur le sol congolais à travers le M23. Plus de 4000 militaires. Alors, ce rapport est sur la table du secrétaire général des Nations Unies. Mais la curiosité, c'est qu'ils n'ont pas fait allusion à ça pour condamner clairement le Rwanda. Mais vous prolongez le mandat de la MONUSCO, et pourtant vous savez que si la MONUSCO est ici, c'est parce que nous avons la guerre nous est imposée par le Rwanda, et vous avez ce rapport qui démontre effectivement que c'est le Rwanda qui est ici. Mais vous ne condamnez pas le Rwanda. Vous faites quel jeu? Je m'en souviens à son temps. Quand la population de Goma s'est opposée de la présence de la MONUSCO à Goma, et malheureusement, il y a eu des fusillades, vous aviez suivi? Absolument. Il y avait des morts. Ils estimaient qu'ils ne font pas bien le travail. Ils ne sont pas là pour nous accompagner, pour nous aider, pour aider la population. Je suis au ministère de l'Intérieur. Madame Keïta vient voir... Oui, vient voir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à son temps, Daniel Asselo Kito-Akoy. Solliciter la protection du Congo. Et le vice-premier ministre dit, mais ce n'est pas possible, là je ne comprends rien. Nous sommes censés être protégés par vous. C'est ce qui justifie d'ailleurs votre présence sur le sol congolais. Mais vous sollicitez encore notre présence. Mais à ce moment-là, vous n'êtes plus important d'être chez nous. Vous pouvez partir. À l'occasion, à Goma aussi, on ne savait plus les supporter parce qu'on les soupçonnait d'être en intelligence avec l'ennemi. De cette résolution, j'ai tenté de faire une déduction plutôt. Je me suis dit, il y a une forte probabilité qu'il y ait une certaine intelligence, pas forcément avec la MONUSCO, mais je vois l'ONU et le Rwanda. Sinon, on aurait une condamnation claire. Mais à partir du moment où on ne sait pas avoir une condamnation, malgré les rapports des experts des Nations Unies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais est-ce que comprenez-vous aussi le fait que les États-Unis, la première puissance militaire du monde, aient dénoncé le fait que les Rwandais n'aient pas été épinglés dans cette résolution-là, alors que nous connaissons que l'ONU est dirigée par ces grandes puissances-là. Comprenez-vous un peu le jeu de discours existe. Notre diplomatie doit être très active. De mon point de vue, jusqu'ici, je ne sais pas apprécier la diplomatie de la dame qui est ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est mon point de vue. Je peux avoir une fausse appréciation, mais sur la question, je semble avoir l'impression qu'elle ne me convainc pas. Il faut, en toute réalité, lorsque nous avons des cas comme ça, être à mesure de les dénoncer normalement.
par des actes d'opposition, par des actes de désapprobation. Mais on a l'impression que nous croisons les bras, malgré, comme vous le dites, que les États-Unis aient donné aussi un avis par rapport à cette position de l'ONU sur la résolution prise à l'égard de la MONUSCO. Donc, nous devons savoir, lorsqu'il y a des cas comme ça, protester afin d'exiger ce que nous voulons, que ce soit pour l'intérêt du pays, avec de preuves tangibles. L'autre preuve, comme je vous ai dit ici, les éléments militaires rwandais qui tombent. Mais il y a des morts. On parle de preuves que ça. On parle de beaucoup de morts et des morgues au Rwanda qui seraient saturées à cause de cette contre-offensive de FARDC. Et est-ce que aujourd'hui, vous parlez des États-Unis entre autres par moment, on ne peut pas pointer du doigt aussi l'hypocrisie des États-Unis, parce que l'ONU est dirigée par des grandes puissances qui sont connues, Pascal Ondié. Oui, moi je vous disais même la fois passée qu'il y avait une certaine intelligence entre le régime de démocrates aux États-Unis, Joe Biden, et le Rwanda. Le Rwanda a beaucoup de lobbying, ces lobbying qui ont travaillé avec les démocrates. Et voilà ce qui a fait que la cause congolaise n'était pas, en tout cas, correctement défendue. Et jusque-là, ils sont encore au pouvoir jusqu'au 20 janvier. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de lectures qui sont faites. Comment atteindre l'objectif recherché depuis longtemps en cette période, avant l'arrivée du nouveau président. Donc, ils sont en train de réfléchir comme ça aussi. Mais malheureusement, c'est très compliqué à ce stade parce qu'ils peinent même d'avancer. Vous savez, ils ont doté le Rwanda de tous les matériels sophistiqués comme pas possible. Simplement avec objectif de déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais nous avons des États-Unis ou de qui? Mais je vous ai parlé ici des lobbying qui travaillent avec le gouvernement des démocrates. Ok. Voyez-vous? Mais je ne peux pas vous dire tel parce qu'il faut des preuves tangibles, non? Mais au moins, de la lecture dégagée, il y a une certaine intelligence sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et maintenant, avant l'arrivée de notre président, il y a un plan qui a bien voulu qu'ils atteignent leur objectif. Peut-être de prendre Goma, mais là, ça devient très difficile. Très difficile parce que la prise de conscience. Très difficile parce que l'organisation. On peut ne pas aimer Tshisekedi. On peut ne pas l'aimer. Peut-être ceux qui ne comprennent pas d'où nous venons par rapport à cette question de l'Est. L'engagement du président Tshisekedi, sa détermination, le risque qu'il a accepté de prendre, incriminer l'autre directement comme assassin, comme agresseur, comme tueur, mettre tout le pays pratiquement dans la position de la défense, faire comprendre à la face du monde exactement que c'est le Rwanda qui agresse le pays, la RDC, et parvenir à obtenir de preuves que voilà, c'est le Rwanda. Ça, je crois, il faut savoir dire merci et félicitations à Tshisekedi. Alors, encore que cette guerre, ce n'est pas l'œuvre de Tshisekedi. Il vient au pouvoir, il trouve cette guerre. Il vient au pouvoir, il trouve les difficultés. Voyez-vous, les pièges qui ont été tendus depuis longtemps. Et voilà, et c'est comme ça qu'ayant compris, il dit, je ne peux plus aller au Rwanda, je ne peux plus aller au M23, je dois plutôt échanger avec le Rwanda pour qu'on trouve une solution. Alors, question. Là, il mérite des encouragements, des félicitations, des congratulations de notre part. Question, Pascal Ondié. Vous avez suivi le président Tshisekedi devant les sociétaires de l'Union sacrée dire qu'il ne négociera jamais avec raison avec les M23, même s'il parvenait à prendre tout le Congo, arriver à la porte de la cité de l'Union africaine, il ne négociera jamais avec les Rwandais. Mais de l'autre côté, avec les M23, vous avez de l'autre côté les voix qui s'élèvent pour demander au président Tshisekedi d'accepter d'engager des pourparlers avec les M23, notamment dans le cadre du processus de Nairobi. Et on a vu Félix Tshisekedi au Burundi, on l'a vu au Congo-Brazzaville. Ça veut dire que les leviers diplomatiques sont aussi actionnés. Comment, aujourd'hui, pour comprendre cette position-là du président et les leviers diplomatiques qu'il serait en train encore d'actionner. Peut-on conjuguer déjà le processus de Luanda et de Nairobi au passé? Et il a dit qu'il n'y aura pas de discussion directe
avec le 23. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on peut avoir une discussion indirecte, comme il a souhaité avoir avec le Indirect. Rwanda. Négocier en se référant au texte de Nairobi. C'est là, comme je vous ai dit ici, tout Congolais devra comprendre que le régime de Joseph Kabila, en tête l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, avait piégé le pays et nous a mis la corde au cou. Piégé. Je reprends ce que je vous ai toujours dit. 3 dispositions dans cette discussion qu'on nous renvoie à Nairobi, là. 4, je voulais dire, 4 discussions, 4 points. Le premier point, quand vous acceptez d'aller là-bas, acceptez aussi d'aller ou accepter maintenant l'intégration politique des acteurs de M23 dans nos institutions. Accepter l'intégration des militaires, M23 dans notre corps armé. Accepter la création d'une zone commerciale à l'Est. Accepter le retour des réfugiés, entre guillemets, congolais qui seraient au Rwanda et en Ouganda. Si vous entendez que ce soit Paul Kagame, que ce soit les autres, M23, nous renvoyer à Nairobi, c'est parce qu'eux veulent atteindre ces objectifs. Et ces objectifs les réfugiés qui se trouvent à Gatumba, en Ouganda notamment. Ces objectifs ont été cautionnés par Raymond Tshibanda qui avait apposé la signature. Quand vous prenez l'accord du 23 mars 2009, ces 3 objectifs reviennent. Quand vous allez maintenant à cette déclaration de Nairobi, toutes les discussions que nous avions eues à Nairobi, ils reviennent à ça. Le combat de M23, on peut tout dire, c'est autour des 4 éléments ici. Et vous aviez vu la ministre des Affaires étrangères être dribblée lorsqu'on lui a dit désarmer les FDLR. Comment, si vous désarmez les FDLR, même si vous parvenez à désarmer les FDLR, c'est pour autant que le Rwanda va récupérer ses militaires, comme si l'objectif ultime pour le Rwanda... Mais c'était aussi ça, neutraliser, accepter la neutralisation des FDLR et en contrepartie, les Rwandais retirent ces troupes. Si vous êtes dans cette logique, donc vous acceptez que la création d'un 23, c'est pour combattre les FDLR. Mais c'était aussi ôter le prétexte au Rwanda, qui a toujours dit qu'il y a des FDLR sur le sol congolais, qui nous montrent là où ils se trouvent. Suivez-moi calmement, que le grand public nous comprenne. Jusqu'ici, la partie occupée par le 23, que ce soit Rutshuru, que ce soit une partie des Lubero, que ce soit... Nyiragongo, mais c'est à 80% de parties occupées par les FDLR. Je dis bien, sur 100%, c'est 80% occupés. Donc, supposé être occupé par les FDLR. Oui, vous avez raison, supposé, parce que j'ai toujours dit, ils ne sont plus. Alors maintenant, s'ils sont venus pour les désarmer, mais c'est eux qui doivent les désarmer parce qu'ils ont occupé déjà l'espace. Vraiment. À plus de 80%. Le problème ne se poserait plus. La dame n'accepterait plus d'apposer une telle signature. Mais ce n'est pas aussi un piège tendu au Rwanda. C'est ça aussi la question, pour ôter les prétextes. Non, c'est le Rwanda qui nous a piégé, qui nous a tendu le piège, parce que nous ne saurons pas. Mais lorsque vous n'aurez pas, quand le Rwanda se rend compte que vous n'avez pas désarmé. Non, mais quand le Rwanda est autorisé de venir démontrer là où il pense qu'il y a les FDLR, c'est à ce moment-là à lui de dire, de mettre à dépourvu sa stratégie. C'est vos villages, c'est votre forêt. C'est chez vous, ce n'est pas chez lui, ce n'est pas à lui de venir vous dire ils sont ici. Voyez-vous? C'est à vous de démontrer qu'ils ne sont plus là. Et vous avez accepté ça, et pourtant, 80% c'est de l'autre partie qu'ils ont occupé, et vous ne savez pas démontrer cela pour avoir un argument plus pointu. Et là, je dis, c'est une erreur, et donc ici, l'objectif pour le Rwanda, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un faux prétexte. C'était pour justifier ce qu'il veut atteindre comme objectif. Suivez bien Paul Kagame lorsqu'il est intervenu sur France 24. C'est là que vous allez comprendre les vraies intentions du Rwanda. Il vous dit ceci, Pascal, je reprends. J'ai chez moi, laissez-moi le temps de terminer cette partie, Kankou, parce que je comprends que l'émission est vers la fin. J'ai chez moi au moins 100 000 Tutsis, pas autre nationalité, enfin, pas autre tribu. J'ai chez moi Tutsis Congolais, 100 000, qui veulent rentrer dans leurs terres en RDC. En Ouganda, 300 000,
Ils doivent rentrer. Ce sont eux qui posent le problème. Moi, je n'ai rien. Moi, Paul Kagame, je n'ai rien. Moi, le Rwanda, je n'ai rien. Mais tout ce que je... Et d'ailleurs, je souffre parce que je les prends en charge. Ils doivent rentrer chez eux. Mais comment ils vont rentrer chez nous? Pourquoi seulement les Tutsis? Il n'y a pas autre tribu. À quelle occasion seulement on a eu à chasser les Tutsis de cette façon pour qu'ils aillent au Rwanda? Et ils aillent également en Ouganda. C'est là le piège. Tant que nous n'aurons pas compris ce vrai piège pour faire le jeu normalement, alors à ce moment-là, la seule voie, c'est l'armée. La seule voie, c'est la guerre. Cette option de la guerre pourra fléchir, n'est-ce pas, la manière de comprendre la situation au Rwandais pour qu'en fin de compte, on trouve une solution définitive. C'est la fin. Fois passée, nous avions semblé gagner la guerre, mais ce n'est pas... Au sens, c'est vrai parce que ça précédait beaucoup d'accords, entre autres l'accord d'Addis Abeba. C'est ce qui a fait qu'on s'est entendu. Il y a eu des obligations pour chaque pays. La RDC, l'Ouganda et d'autres pays voisins. Vous ne pouvez pas faire des attaques contre l'autre pays. Et c'est comme ça qu'il y a eu la facilité et nous avions semblé gagner la guerre. Et pendant que cela était fait, nous étions à Kampala en train de discuter parce qu'il fallait signer notre accord le 11 novembre 2012. Cet accord ne sera pas signé et on va se retrouver à Nairobi. Donc ici, si on gagne définitivement la guerre, comme maintenant il y a cette réorganisation, cette détermination de militaires au front, ce qui reste maintenant, c'est la plus populaire, comme je vous ai dit, à travers les leaders d'opinion, vous et moi, et les pasteurs et le reste, si nous nous mobilisons afin d'amener tous les Congolais à pouvoir, en tout cas, s'agglutiner autour des militaires pour qu'ils atteignent l'objectif, je crois que cette fois-là, on aura résolu définitivement le problème. Merci beaucoup, Pascal Ondje, pour toute cette lumière que vous avez apportée à nos téléspectateurs. Restez branchés, abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez cette émission dans vos groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux partout à travers le monde où vous vous trouvez. Demain, nous serons là encore une fois pour ce magazine, les débats congolais.